Merci d'avoir patienté, merci d'être là. Au nom de l'association Ensemble, des membres de l'association Ensemble, ceux qui m'accompagnent, je vous remercie vraiment de participer à ce Facebook Live. J'ai souhaité partager avec vous une expérience que j'ai faite à l'occasion de la crise sanitaire, on va dire, l'arrivée de la COVID-19 dans notre vie au mois de mars 2020. J'ai, pour ma part, vécu cette expérience de manière assez particulière parce que, bien que sensibilisée à la question du vieillissement, de par mon métier, de par ma fonction politique, il y a une prise de conscience qui s'est faite parce que la COVID-19 m'a fait prendre conscience que j'exerçais le rôle d'aidante auprès de ma mère vieillissante. Ça a été une prise de conscience assez forte et donc j'ai voulu témoigner de cette expérience. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce Facebook Live, je voudrais partager encore plus avec vous ce que ça a pu être comme expérience. Nous allons avoir un intervenant expert sur la question du vieillissement qui est le docteur Basile Zozio, gériatre. Et nous souhaitons parallèlement que vous nous posiez toutes les questions qui se posent à vous sur votre expérience du vieillissement concernant vos parents, concernant des membres de votre famille, mais aussi sur votre propre avancée en âge, parce que nous sommes tous concernés par le vieillissement. Nous aurons également comme deuxième intervenante... Le micro. Vérifiez le micro. Okay. Merci. Nous aurons également une deuxième intervenante qui témoignera de son action dans le cadre du vieillissement auprès des personnes âgées du territoire. Mais sans plus tarder, je vais passer le micro à Madame Betty Bestri, qui est notre modératrice sur ce Facebook Live. Et donc, nous espérons des débats riches entre nous. Merci. Merci beaucoup Marie-Chantal et puis merci pour cette belle initiative que toi-même et ton association avez prise sur le vieillissement de la population. Mais non seulement sur le vieillissement de la population, mais comme tu le disais aussi et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aujourd'hui on va débattre du vieillissement, la population vieillit, mais nous aussi. Et nous aussi, eh bien, ce sont les jeunes, toutes les personnes qui entourent les personnes âgées. Et ce que vous faites aujourd'hui, qui est de dire que que vous allez faire vivre et que tu vas faire vivre ton expérience, l'expérience que tu as vécue, eh bien, il y a toutes les personnes qui aujourd'hui entourent leurs personnes âgées, leurs mamans, leurs parents, et qui découvrent brutalement qu'effectivement, ils sont des aidants parce qu'ils doivent s'occuper de leurs parents et que, quoi qu'il en soit, cette solidarité dont on a toujours parlé au niveau de la Guadeloupe, eh bien, elle continue à exister et donc c'est là que nous attendons l'ensemble de vos témoignages. Parce que c'est vrai que la population, elle vieillit, parce qu'avant, si c'est un phénomène mondial, mais plus particulièrement en Guadeloupe, là, vous savez, dans les années 1950, la population en moyenne, elle vivait à l'âge de 53 ans. Aujourd'hui, il faut compter que la population, en moyenne, elle vit 80 années et même dans les 20 ans qui arrivent là, pratiquement chaque personne va prendre 20 ans de plus, pourra vivre 20 ans de plus. Donc vous voyez, donc cela veut dire que de génération en génération, les personnes qui, par exemple, aujourd'hui ont 60 ans vont voir leurs parents vieillir, mais quand elles-mêmes, elles auront 80 ans aussi, elles verront encore effectivement leurs grands-parents vieillir. Donc, vous voyez, donc c'est un bon débat, c'est un débat riche et donc c'est important qu'on ait une gériatre aujourd'hui pour nous en parler. Et donc, je passe tout de suite la parole à Madame Basileux, docteur Basileux, qui va nous faire part de toute son expérience là-dessus et qui va nous dire
tout ce que nous devons savoir sur le vieillissement et l'accompagnement justement des personnes âgées. Docteur Basile, vous êtes là? Oui, bonjour, Voilà. vous m'entendez? Oui, donc on Oui. vous entend très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup de nous merci. apporter votre témoignage. Donc, eh bien, écoutez, donc vous avez la parole. Très bien. Alors, bon, on m'entend, je ne sais pas si on me voit, parce que j'arrive pas forcément à manipuler la machine, mais si on m'entend, c'est parfait. Merci pour cette initiative. Vraiment, c'est une initiative que je trouve La tout à vidéo, fait judicieuse. non? Oui, Docteur Basile, au niveau de la Oui. vidéo, vous arrivez Alors, à mettre la vidéo? Parce que c'est vrai que on me alors, dit en fait, qu'on aurait bien aimé vous comme voir. c'est l'animateur, non, comme c'est l'animateur en fait qui l'a arrêté, moi je ne peux pas la remettre. C'est-à-dire que voilà, ça D'accord. m'affiche Madame Blément. petite fenêtre. Désolée, hein, les problèmes techniques, messieurs dames, mais D'accord. quand je clique D'accord, dessus, ça y il est, me il est en dit train que il est en train d'organiser ça. On voit Madame Blément là à notre écran. Merci beaucoup, Madame Blément, d'être là, d'être connectée. voilà, normalement là on me voit, c'est bon. Ah, voilà, tout à fait, on vous voit. On est Voilà. ravis de vous voir. Alors, attendez, allez-y alors. Très bien. Donc, je disais que c'est effectivement une initiative très judicieuse parce que, comme vous l'avez très bien dit, la Guadeloupe vieillit. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, ce vieillissement, il n'est pas propre qu'à la Guadeloupe, il est propre à la population mondiale parce que, comme on a des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions sanitaires, les personnes vivent plus longtemps. Et puis la particularité notamment des îles, c'est qu'on a très souvent un phénomène, ce qu'on appelle le phénomène double migratoire, où on a beaucoup de jeunes qui partent ailleurs pour faire leurs études, etc., pour travailler. Et au contraire, beaucoup de personnes âgées, voire très âgées au moment de la retraite, qui reviennent en fait en Guadeloupe, qui reviennent dans les dépendances. Et donc, on se retrouve vraiment avec des zones, j'ai cité Margalante, Les Saintes, etc., Oui. où vraiment il y a une population extrêmement vieillissante. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas forcément été anticipé, avec donc des difficultés. On le connaît, où on a des parents âgés dans certains endroits, certaines communes, et où il n'y a pas forcément les services adaptés, les services à la personne, etc., et où ce n'est pas forcément évident. Et comme vous l'avez souligné, ça paraît naturel de se dire on s'occupera de nos parents. Mais en fait, quand on devient aidant, on découvre en fait ce que c'est qu'être aidant, et c'est en fait bien souvent beaucoup plus lourd à porter que même auparavant, puisque souvent maintenant on mène de front une vie familiale, une vie professionnelle, et que finalement on se rend compte que c'est très compliqué, surtout quand on est loin. Donc je vais juste préciser quand même qu'il faut bien comprendre ce qu'est le vieillissement. Parce que attention, quand on le dit comme ça c'est une perspective qui n'est pas très engageante, mais on est bien d'accord que vieillir, ce n'est pas une maladie. C'est pas parce qu'on prend de l'âge que ça veut dire qu'on sera forcément malade et dépendant. On peut vieillir en restant autonome, en restant chez soi, en ayant justement ce qu'on appelle le bien vieillir. Maintenant, effectivement, ça va être conditionné par notre mode de vie en un et par l'environnement qu'il y a autour de nous. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une prise de conscience de la population. La population vieillit, comment on adapte notre société, notre environnement, notre commune, etc. à ce vieillissement. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que vous voulez en dire plus justement sur le nous aussi? Alors là, je ne vous entends pas bien. Voilà. Je crois que c'est ma Donc, batterie qui me dit. donc là, effectivement, donc on est. Excusez-moi. Ah oui, vous avez parfaitement raison. Il y avait le micro. Donc je disais, donc c'est vrai. Donc vous avez parlé du vieillissement, mais donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le nous aussi? Nous aussi, on vieillit. Par rapport au vieillissement justement, de manière à ce qu'on puisse bien cerner la problématique totalement. D'accord. Alors, effectivement, nous aussi, parce que souvent, on parle de la population qui vieillit, on a tendance à ne pas s'inclure, mais il faut bien comprendre que c'est un phénomène physiologique qui se produit à tout âge. Et donc, à tout âge, on va commencer à vieillir et à perdre... on n'aura plus forcément les mêmes performances. Et c'est souvent ce qui va, en fait, atteindre l'autonomie. Vous avez bien remarqué qu'au fur et à mesure de l'âge, on ne va pas forcément pouvoir faire les mêmes choses de la même façon. Donc, on a le vieillissement
purement physiologique moteur, le vieillissement au niveau de la digestion, le vieillissement, etc., qui fait que si on l'anticipe pas ou si on le prépare pas, eh bien malheureusement il peut y avoir des conséquences. Et ça, comme je reviens au mode de vie, hein, quand on parle de bien vieillir, on entend bien vieillir, on se dit ça concerne les seniors. Alors qu'en fait, par définition, les politiques de bien vieillir et de prévention devraient s'adresser aux jeunes, voire aux enfants. Je m'explique. Par exemple, on a des enfants actuellement qui sont extrêmement sédentaires. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, il y a Henri Joseph qui dit souvent cette phrase qu'on prépare une génération d'enfants et de petits-enfants qui vont mourir avant leurs parents. Mais c'est vrai, parce que nos enfants, ils ne marchent pas, ils ne courent pas, ils ne jouent plus, ils sont tout le temps sur la tablette, par exemple. Alors que nos parents et nos grands-parents, on entend des histoires où ils allaient le matin à l'école à pied, éventuellement sans chaussures, qu'ils attachaient les cabris, les bœufs, les machins le matin. En fait, ils étaient extrêmement actifs. Ils n'étaient pas du tout sédentaires. Et on a complètement basculé dans l'inverse avec du coup une population qui développe des maladies cardiovasculaires de plus en plus tôt. De l'hypertension artérielle à 40 ans, du diabète à 15 ans, c'est quelque chose qui devient banal en Guadeloupe. Donc c'est pour ça que quand je dis le bien vieillir, c'est nous aussi. En fait, ça se prépare dès les 9-10 ans, où c'est bien d'acheter des tablettes, Ouais. c'est bien aussi d'acheter des baskets et de les utiliser aussi, les baskets, puisque les enfants ont donc des chaussures plus chères, mais ils marchent moins. Vous voyez, c'est le paradoxe. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Et c'est à comprendre parce que pour préparer une population à vieillir correctement, la prévention, elle doit cibler la population jeune. Et les seniors, par contre, qui sont déjà là et qui souvent bien mieux mangé que nous, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est vraiment tout ce qui va être autour du service à la personne pour leur permettre de rester chez eux. Parce que l'idée, quand même, pour tout le monde, c'est de bien vieillir, mais de vieillir à la maison et pas forcément de devoir être placé ailleurs parce que il n'y a pas ce qu'il faut dans ma commune et qu'il faut me mettre dans une maison de retraite parce que je suis isolée, ce qui arrive souvent malheureusement. Voilà, tout à fait. J'ai envie de vous poser la question, docteur, est-ce que la population, la prévention qui est faite aujourd'hui auprès des seniors, est-ce qu'elle est suffisante ou bien elle doit être nettement améliorée? Et quels sont les acteurs qui sont concernés? Cette population de seniors qui ne se voit pas vieillir. Et voilà. Alors, c'est ça, c'est parce qu'en fait, le vieux, c'est toujours l'autre. Hein, ça, c'est ce qui est assez marrant. C'est une bonne phrase, ça. Le vieux, c'est toujours l'autre. Toujours. Parce que, en général, en plus, dès qu'on fait une manifestation, on dit que c'est pour les seniors, pour le troisième âge. Souvent, au départ, les gens ne se sentent pas concernés. Voire même, moi, ça m'est déjà arrivé à même des gens de ma propre famille de dire tu devrais intégrer un club du troisième âge. Qu'est-ce que j'avais pas dit? C'était comme une insulte en me disant mais non, mais moi j'ai rien à faire là, j'ai tel âge. Sauf que la vraie question c'est ça. En fait, c'est à partir de quel âge on est vieux, on est âgé? Est-ce que c'est presque une question, hein? Une personne âgée, d'après vous, c'est à partir de quel âge? Ça dépend sur quelle base on se place. Là, pas l'allocation pour l'autonomie, c'est dès 60 ans. Sauf que si vous dites à quelqu'un de 60 ans, mais tu es une personne âgée, la personne va vous rironner. Elle va dire, mais pas du tout, moi je ne suis pas concernée. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le troisième âge, c'est 65 ans. Un gériatre intervient normalement à partir de 75 ans. Mais on se rend compte que plus on intervient tôt, plus c'est bénéfique. Et puis maintenant, on a des gens de 100 ans, de 110 ans, qui sont très très bien. Donc c'est vrai que même ce curseur d'âge, on se rend compte que ce n'est pas juste un âge qui compte. C'est l'âge plus l'autonomie, plus la faculté à se déplacer. Et très clairement, les campagnes qui se font de prévention, elles sont très bien, mais il faut les multiplier. Et je pense qu'il faut même aller au-delà, parce que souvent, en fait, on se limite nous-mêmes. Je vais juste vous prendre un exemple. Moi, voilà, le mode, la webinaire, Facebook Live, etc., moi, souvent, je me disais, quand même, pour les seniors, parce que c'est très adapté. Et en fait, je me rends compte petit à petit que les seniors en question, ils sont plus sur WhatsApp que moi. Les gens se sont appropriés cet outil de façon extraordinaire et finalement bien plus vite. Ce matin encore, j'étais à la clinique et j'ai une dame qui a 83 ans, je crois, je suis rentrée dans sa chambre et elle jouait à la belote sur sa tablette en fait. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est pas mal. À montrer. Et je me suis dit, en fait, moi, je n'aurais pas eu cette idée et je me serais dit, mais non, elle ne va pas comprendre, madame. Et en fait, c'est nous qui nous mettons des barrières, en fait. Donc, les campagnes de pression, par exemple, via Facebook, via le dématérialisé, pourquoi pas? Parce que dans cette période de Covid, le plus grand risque, c'est plutôt d'isoler nos seniors parce que on se dit, comme on ne peut plus se rencontrer, on arrête tout. Et puis, finalement, ils sont encore plus isolés alors qu'on a des moyens
comme cela pour pouvoir communiquer et puis faire de la prévention. D'accord, très bien. Marie-Chantal, à ce stade de la conversation, est-ce que toi, par rapport à ton vécu et ce que tu as surtout rédigé, parce que là, les pistes de réflexion, il faut rappeler que Madame Chantal Saint-Sauveur, en tant que conseillère, je montre là, j'ai plus la possibilité de montrer, si ? Voilà, donc je montre beaucoup de pages que Madame la conseillère Marie-Chantal Saint-Sauveur a rédigé, a écrit, piste de réflexion, nos parents vieillissent et nous aussi. Et surtout, la phrase que j'ai bien aimée, changeons notre approche sur le vieillissement. Donc, est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Merci. Je reviens vers 2 petites minutes, Marie-Chantal. Tout juste pour dire au docteur Basile, on va revenir vers vous tout à l'heure. Donc là, on passe la parole à Madame Saint-Sauveur. Merci Betty. Oui, c'est bon. Ça ne reste pas le verre. Ça reste pas? Les ratés du direct. Allez, ouais, je vais changer. On va commencer. Ouais. On va commencer avec celui-ci. Et voilà. Oui, dans un premier temps, je voudrais revenir sur le nous aussi, parce que c'est vrai qu'ensemble, enfin à l'association Ensemble, nous avons pris conscience que cette avancée en âge concernait un peu tous les âges. Et on se disait que il ne s'agit plus de vieillir, mais d'avancer en âge. Et donc, quel que soit l'âge, on se dirige vers un vieillissement et donc il y a lieu de s'interroger à tout âge. Et comme le docteur Basile le disait tout à l'heure en parlant des jeunes enfants qui sont atteints par le diabète à 15 ans, des jeunes enfants qui sont sédentaires, on sait que ça ne prépare pas à un bien vieillir. Et donc, ma réflexion, elle est la suivante. Dans la première partie de mon écrit, je parle de mon expérience d'aidante, ma prise de conscience durant la période de confinement, parce que, comme je le précise, je suis la seule des 4 enfants de ma mère présents sur le territoire présent en Guadeloupe. Et donc, j'ai eu à prendre soin d'elle, j'ai eu à la préserver de la COVID-19 et donc ça m'a demandé, c'est une situation qui m'a demandé un certain engagement et qui m'a emmené cette prise de conscience en tant qu'aidante, cette prise de conscience du rôle d'aidante auprès de ma mère vieillissante, ma mère qui avance en âge. Et ça me tient à cœur de partager cette expérience-là avec vous, avec tous ceux qui se sentent concernés. Nous pourrons, c'est une expérience que nous pourrons partager même au-delà de ce webinaire, parce qu'effectivement, comme le disait le docteur Basile tout à l'heure, il ne s'agit plus de simplement rendre visite à sa mère, à son père, à sa tante, à des membres de sa famille. Ça demande des efforts. Ça demande une organisation, ça représente un temps dans sa vie personnelle et donc il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de se préparer, il y a lieu de s'investir, il y a lieu de se donner les moyens d'assurer ce rôle-là auprès de ses parents vieillissants. Et donc dans mon écrit, toute la première partie est consacrée à ce thème-là. Le vieillissement dans notre vie personnelle par rapport à notre relation à nos parents. Et puis, n'étant pas seulement la fille de ma mère, je suis également une salariée qui exerce dans le domaine du vieillissement. Et donc, je décris dans la deuxième partie de cette production ce qui existe sur le plan institutionnel, les aides qui sont apportées par l'État, par les différentes collectivités, par les différentes institutions. Je parle dans cette deuxième partie de l'accompagnement dont on peut bénéficier quand on avance en âge. Et sur ce plan-là, il y a lieu de s'informer. Chacun doit être informé de ce plan national du bien vieillir qui est en application sur le territoire national, sur le territoire français.
Dans la troisième partie, je reviens à mon rôle de responsable politique et là, j'interroge sur les décisions qu'il y a lieu de prendre pour que l'aménagement du territoire Guadeloupe soit adapté à cette population vieillissante en augmentation. C'est vrai qu'on en parle tous, de cette échéance qui nous annonce un pourcentage élevé de personnes vieillissantes sur le territoire, mais il ne s'agit pas seulement de le savoir, il s'agit aussi de prendre les décisions adéquates pour que nous puissions répondre aux enjeux de ce vieillissement sur notre territoire. Voilà, Betty, ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Très bien, c'est un livre, des pistes de réflexion très riches, hein. Vous le voyez encore, c'est plus de 73 pages. Et là, comme Madame Saint-Sauveur le disait tout à l'heure, donc moi je reprends les différents chapitres, hein. Donc c'est vrai que la première partie, c'était du geste d'amour au devoir filial. Très bien. La réponse légale et administrative. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'en sera-t-il demain? Et après, c'est vrai que elle a posé la question elle s'est attardée sur la réponse politique avec les besoins et les désirs de nos aînés. Et puis, bien entendu, une application au territoire de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Alors, Marie-Chantal, cet ouvrage, ce n'est pas le premier ouvrage que tu as écrit sur les personnes âgées, parce que effectivement, tu as eu l'occasion aussi d'avoir plusieurs actions novatrice dans le domaine du vieillissement, parce que tu as eu l'occasion de faire l'enquête sur le Mornalo d'après, hein, l'avenir de la commune pour la crise sanitaire, hein, sur la Covid-19 justement, et donc on peut bien parler de cette Covid-19 sur l'isolement des personnes âgées et avec la Covid. Tu as aussi publié le guide du bien vieillir à Mornalo, et tu as surtout créé une application mobile citoyenne qui est un dispositif d'écoute, de conseil et de soutien psychologique. Là, on peut dire que ce sont aussi les solutions que tu as portées à l'isolement des personnes âgées, surtout pendant le confinement, ou bien c'était déjà un peu avant, et des solutions qui t'ont permis d'être extrêmement porteuse pendant le confinement. Alors, concernant l'application, elle était antérieure à la période du confinement, hein, parce que c'est un outil que nous avons mis à disposition fin 2000... Non, je me trompe, je reprends. C'est le guide Bien vieillir qui a été élaboré avant la période du confinement. Le guide Bien vieillir, nous l'avons sorti fin 2019 parce que très tôt, j'ai pris conscience de cette question du vieillissement, de cet enjeu du vieillissement. Et donc, dans le cadre de ma fonction politique, et puis, comme je le disais tout à l'heure, de mon métier, je suis sensibilisée à la question. Et donc, il m'a semblé utile de mettre à la disposition des Mornaliens, des citoyens de mon territoire, un guide qui leur permette d'avancer encore mieux vers le vieillissement. C'est vrai qu'en parallèle, beaucoup d'actions sont menées sur le territoire, parce que j'ai parlé tout à l'heure du plan national Bien vieillir, qui est décliné à la fois par les institutions, par les associations qui répondent aux appels à projets, mais pour autant, l'information n'arrive pas forcément à toutes les personnes concernées. Et donc, c'était ma première initiative que de mettre à la disposition des Mornaliens ce guide Bien vieillir. Au sein de l'association Ensemble, nous avons tenu à aller plus loin, à aller au-delà du guide. Et donc, c'est comme cela qu'est venue l'élaboration de cet outil qu'est l'application. C'est une application au sein de laquelle on trouve toutes les informations concernant les aides existantes de manière générale pour tous les publics. Les personnes âgées, bien sûr, mais également les familles, les jeunes, les associations, les employeurs. Nous avons tenu à mettre à la disposition des citoyens un outil
qui leur permettent d'accéder à toute information pouvant leur être utile. C'est vrai que c'était un objectif de l'association Ensemble que de rendre, nous avons dit ça comment, je ne sais plus quel, de rendre, de rendre concret, accessible, ce qui peut apparaître pour certains comme étant inaccessible. Parce que bon, c'est vrai que des aides existent dans certains domaines, mais la personne qui en a besoin ne sait pas toujours qu'elle existe, cette aide, et surtout ne sait pas toujours où la trouver. Et donc, comme le portable est devenu un outil banal, c'est un outil que nous avons en main en permanence, nous nous sommes dit que le téléphone portable serait un bon support qui permette aux citoyens, là où il est, d'avoir accès à une information dont il a le besoin. Et voilà, c'est en ce sens que nous avons œuvré à l'élaboration de cet outil. Absolument. Alors moi, je félicite l'association de ces produits-là, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit, et je pense que c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on est une association, lorsqu'on est conseillère départementale comme toi, Marie-Chantal, c'est là qu'on s'aperçoit que les personnes finalement qui en ont le plus besoin, ce ne sont pas eux qui viennent effectivement et qui se déplacent vers les administrations. Et donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que ces outils, ces publications et ces outils vont dans le sens du aller vers les personnes âgées, de manière à ce que, à travers le numérique, à travers des guides, à travers des publications, qu'ils puissent être au courant et qu'ils puissent accéder à leurs droits et qu'ils puissent bénéficier de tous leurs droits. Alors, je voulais demander justement à Madame Blément, qui est là avec nous, Madame Blément, donc pourra effectivement bien nous dire comment ça se passe sur le terrain. Parce qu'avec son association, avec l'ensemble, je veux dire, de l'organisme qu'elle pilote, qu'elle dirige, la solidarité aux aînés, elle pourra non seulement nous parler de son association, comment elle est organisée et ce qu'elle fait au plus près des personnes âgées. Et nous allons revenir après vers Dr Basileux et vers Chantal, Madame Saint-Sauveur, de manière à ce qu'elles puissent réagir toutes les deux à l'intervention de Madame Blément. Madame Blément, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir. Et donc, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je me présente pour Madame Blément, présidente d'association. On fait défiler, vous faites défiler vous-même ou bien vous faites défiler vous-même? Oui, totalement. Là, oui, l'écran est bien partagé et on peut même se mettre en mode voilà. Merci beaucoup. Une association au plus près des usagers, Madame Blément, c'est ça? Voilà. Pour aider, accompagner et soutenir les usagers. Bon, je vais vous présenter l'association que je préside, Solidarité aux aînés, une association au plus près des usagers. Après avoir présenté le contexte du vieillissement de la population en Guadeloupe, je déclinerai les objectifs et missions de Solidarité aux aînés ainsi que nos principales activités. Je vais vous présenter également la vision de la solidarité populaire et ses actions sur site et en commune. Je finirai mon intervention sur les perspectives des projets que nous avons autour de la thématique du bien vieillir. La dernière étude de l'INSEE datée du 11 mai 2021 fait ressortir que près d'un tiers de la population guadeloupéenne sera âgée de 60 ans et plus à l'horizon des 10 prochaines années. Les 75 ans représenteront 9% de la population, soit environ 132 000 personnes, et 49% de la population âgée selon ces estimations.
28 000 seniors ont besoin d'être aidés. Ces seniors ont une espérance de vie qui s'élève à environ 76 ans pour les hommes et 84 pour les femmes. Aujourd'hui, 20 777 seniors en situation de dépendance sont dénombrés chez nous. L'INSEE les estime à 27 972 seniors pour en 2030. Je me présente encore, j'ai 81 ans, je suis dans le bain, je suis retraitée, je suis retraitée de banque et d'hôtellerie-restauration. Alors, suite aux problèmes d'organisation liés à la perte d'autonomie de ma défunte mère, j'ai décidé de créer une association dans le but d'accompagner les familles rencontrant les mêmes difficultés. Solidarité est née au cours du mois de décembre 2002 dans le but de protéger nos services proposer nos services pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. L'association s'inscrit également sous le volet de l'accompagnement des familles. Aujourd'hui, nous proposons de nouvelles actions sur les thématiques de l'activité sportive, la stimulation cognitive et l'accompagnement des aidants familiaux. Nous favorisons donc le maintien de nos usagers à leur domicile. Nous les aidons dans la réalisation de leurs tâches ménagères quotidiennes. Nous leur proposons des activités annexes visant à maintenir ou améliorer leur état de santé global. Nous apportons administratifs et délivrons les informations nécessaires aux familles de nos usagers lorsque leur autonomie se dégrade. Nous intervenons dans le cadre de la gestion de la part, de la garde itinérante de nuit, du droit commun de la PCH pour environ 200 familles sur le territoire. Les principaux partenaires vous sont présentés sur cette diapo. Alors, les partenaires, le conseil départemental, la Caisse générale de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées, la caisse d'allocation familiale, la caisse des retraités des agents des collectivités locales, les mutuelles, MGN, les communes et CCAS. Les aides. Donc, la maison de la solidarité populaire, un centre d'activité à Sainte-Anne, mais également dans les communes. Notre site du bourg de Sainte-Anne, situé à 5 minutes à pied de la plage, est un lieu de partage et de détente. Nous y proposons des séances d'activité physique encadrées par un coach diplômé, mais également des ateliers animés avec des exercices ludiques visant à stimuler la mémoire des participants. Alors, dans nos locaux, nous intervenons également dans le centre d'action sociale et les EHPAD. Ainsi, le centre social de la Source nous invite à animer des journées où s'enchaînent des activités de détente et des moments de partage. Des journées rythmées selon le même principe sont organisées dans les EHPAD du Nord-Grande-Terre et dans les structures du handicap. La crise sanitaire qui a entraîné le confinement mondial a fait courir un risque d'isolement social dans nos élites. Afin de pallier à cet isolement, nous avons développé des livrets d'activités. Dans ces livrets se mêlent l'histoire, contes, exercices et jeux pour le plus grand bonheur de nos usagers. Notre équipe distribue chaque semaine un livret et récupère les jeux participatifs qui donnent lieu à des évaluations et récompenses notées avec bon soin et bienveillance. La satisfaction de cette action est totale auprès de notre public. Nous proposons
également l'initiation à l'informatique et l'utilisation des tablettes, à l'utilisation des tablettes. Nous comptons désormais proposer des ateliers de sensibilisation à la nutrition, car bien s'alimenter est indispensable pour préserver notre santé. Nous comptons également continuer nos formations d'utilisation des outils numériques à destination des aînés, renforcer l'accompagnement des aidants et prévoyons des temps d'information sur la thématique de la prévention des risques d'épuisement. Nous souhaitons également proposer des solutions de répit le week-end comme cela a été testé en Martinique. Sur ces deux derniers points, il s'agit de diminuer le risque d'isolement de l'aidant pouvant le conduire à éprouver un sentiment de déprime. Alors, nos contacts, alors c'est Association Solidarité aux aînés, comptez-en 87 187 ans, le téléphone 05 90 47 16 99, le 06 67 46 29. Le mail solidarité.o.aîné@wanadou.fr. Merci de votre attention. Madame Blément, ça mérite vraiment des applaudissements nourris. Nous avons un public avec nous. Non, alors, les intervenants d'avant, nous avons oublié, hein, mais il faut aussi, je pense qu'il faut aussi les applaudir là. Alors là, on va applaudir aussi bien Madame Basileux tout à l'heure et Madame la conseillère départementale Marie-Chantal Saint-Sauveur. Donc, merci beaucoup, c'était très riche. Est-ce que Madame Basileux est connectée? Je vais d'abord lui passer la parole et après ça, je vais passer la parole à Madame la conseillère départementale. Madame Basileux, vos premières réactions par rapport à ce que Madame Blément vient de nous projeter? Nous avons envie de vous entendre. Effectivement, je crois qu'elle a extrêmement bien balayé tout ce en quoi ces associations sont pour moi indispensables et font partie en fait d'un ensemble d'acteurs qui vont pouvoir agir en fait auprès de nos aînés et de façon beaucoup plus proche. Déjà en fait, on voit bien que les actions qui sont menées au sein de l'association, elles reposent vraiment sur le triptyque du bien vieillir, c'est-à-dire bien l'activité physique, bien bouger, moi je dis. Donc l'activité physique, elle a pu citer effectivement avec l'activité physique adaptée qui de plus en plus se déploie au plus près en fait des personnes à travers les associations, à travers les communes, les CCAS. Donc l'activité physique en un, le promouvoir aussi de bien manger. Elle a parlé effectivement d'ateliers de nutrition. Et puis tout ce qui va être les ateliers mémoire, ce dont on vous avez parlé pour les livrets, les jeux, etc. Et qui sont aussi importants en fait, c'est ce qu'on appelle la stimulation cognitive. Et ça, si vous voulez, la plupart des études scientifiques montrent que c'est vraiment le triptyque sur lequel il faut agir pour justement entretenir ce bien vieillir. Et maintenant, comme le disait tout à l'heure Madame Saint-Sauveur, l'une des problématiques, c'est que tous ces éléments, ces informations ont du mal à arriver jusqu'aux personnes concernées. Et je pense que l'un des acteurs qui peut amener cette information, ça peut être plus les associations. Puisque souvent, le senior va être perdu entre il y a la caisse mutuelle, la retraite, la mutuelle, le ci, le ça. Et c'est vrai que quand c'est au sein des associations, en fait, on ose poser les questions qu'on ne va pas forcément oser poser à l'assistante sociale devant le guichet après avoir fait la queue parce que on ne comprend pas forcément tout et qu'il y a énormément des fois de démarches à faire et que l'idée de ces associations qui proposent du répit, qui accompagnent les aidants et qui amènent cette information, ça peut être extrêmement intéressant, surtout lors d'activités de prévention. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les associations. Je suis souvent très admirative de tout ce qui est fait et je pense que c'est vraiment des partenaires qu'il faut pouvoir soutenir. Donc là, je fais un petit coucou au conseil départemental et autres, et même à la sécurité sociale, etc., à l'ARES, parce que ça peut être un moyen où là, on va être concret, comme vous avez dit, sur le terrain, et on va pouvoir toucher les personnes concernées. Parce que moi aussi, ce que je vois très souvent, c'est que les gens ne savent pas ce à quoi ils ont droit. Ils ne connaissent pas les aides, alors que pourtant, on a énormément de choses sur le territoire. Parfois, on se dit, en Guadeloupe, il n'y a pas suffisamment de choses. Non, il y a des structures, il y a des actions qui existent.
Mais voilà, c'est la dernière ligne droite qui souvent ne se fait pas. Et souvent, ça se fait alors dans l'urgence, quand la personne est déjà en fait dans une situation très, très en perte d'autonomie, je veux dire, alors que ça, on aurait gagné peut-être à le faire bien plus tôt. Et à travers ces associations-là, c'est autant d'actions qu'on peut mener de façon très concrète. Donc, je félicite Mme Blément. Vous voyez qu'il a utilisé en plus son diaporama nickel. Donc, non, c'était impeccable, c'était extrêmement clair. Merci. C'est très, très bien. Voilà, je vous encourage à continuer parce que, en plus, le travail que vous faites, nous, on n'a pas le temps de le faire, en fait, auprès des aînés. Et c'est ça qui est important, c'est de prendre le temps de faire cette activité physique ou cet atelier, de discuter. Et c'est des fois pendant l'atelier que, eh bien, on va découvrir tel problème et on va pouvoir dire, mais tu sais, va voir un tel, va voir tel médecin, va voir telle assistante sociale. Donc, c'est super. Et ça a été d'autant plus facile pour moi d'en discuter parce que je suis là-dedans, plein dans le bain, 81 ans. Absolument. Et on dirait même pas. Merci. Vraiment, là c'est vrai. Moi, j'abonde dans le sens de Madame Basileux. Ça se voit même pas. Alors, merci beaucoup, Madame Basileux, Docteur Basileux, merci beaucoup. Madame Saint-Sauveur. Merci. Alors, tu as déjà le micro là. C'est moi qui ai... Alors, c'est vrai que Madame Blément, on se connaît. Madame Blément est une partenaire avec laquelle j'ai eu à partager des moments assez festifs, assez dynamiques, des ateliers de personnes âgées, puisque j'ai eu l'occasion d'animer des ateliers moi-même au sein de la structure qui est présidée par Madame Blément. Je voudrais dire deux choses. Nous sommes là aujourd'hui sur ce Facebook Live suite à la production de cet écrit, justement parce qu'on s'est rendu compte que tous les aînés n'ont pas accès à l'information. Mais très souvent, des aînés qui ont accès à l'information ne font pas, ne franchissent pas le pas de s'inscrire à un atelier. Parce qu'il y a divers freins, la peur de l'inconnu. Très souvent aussi, il y a ce frein de l'aspect financier, parce que les personnes ne sont pas toujours bien informées et ils ne savent pas que les institutions, sécurité sociale, conseil départemental, ARS, financent ce plan national du bien vieillir et donc la personne âgée n'a pas forcément à sortir de l'argent pour participer à un atelier. Et donc notre rôle ensemble, notre objectif plutôt, c'est à travers que ce soit l'application, le guide, l'écrit dont on parle aujourd'hui, c'est de faire savoir que c'est ouvert à tous, c'est accessible pour tous. Et par ailleurs, c'est informer, mais chacun d'entre nous, parce que le parent peut ne pas être au courant, peut ne pas être informé, peut ne pas avoir accès à l'information, mais nous qui sommes dans son environnement, que ce soit ses enfants, ses voisins, ses amis, les associations, certainement, c'est sûr, elles font leur boulot, mais c'est chacun d'entre nous. Et c'est là le sens du nous aussi. Être interpellé par notre propre vieillissement, mais le vieillissement de nos parents, de quelle manière nous pouvons les aider, leur apporter l'information qu'ils n'ont pas, et puis les aider à franchir le pas, d'aller vers ce bien vieillir. C'est l'objet de notre présence aujourd'hui. C'est là tout le sens du nous aussi. Nous avons à prendre notre part à ce que nos parents, tous ceux qui vivent dans notre environnement, aillent vers un bien vieillir parce que ces personnes auront été aidées par nous. Voilà, Betty. Totalement. Et merci beaucoup, Madame la conseillère départementale. Alors là maintenant, je voudrais passer la parole à Monsieur Méry Manuel, ethno-anthropologue, observateur social, vice-président de l'association Ensemble. Et donc, moi, je voudrais profiter de votre expertise pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez des propos de Madame Blément et de ce diaporama qu'elle vient de nous diffuser et de tout ce qu'elle fait sur le terrain.
Oui, alors bonsoir à tous. Eh bien, le sujet du vieillissement et de la vieillesse est d'autant plus d'actualité qu'à travers, ne serait-ce que le témoignage du docteur Basile et de ce que Madame Blément a présenté, montre l'importance de prendre en compte ce phénomène. Alors, quelques chiffres quand même pour montrer son importance. En 2013, on pouvait dénoter 54 seniors pour 100 jeunes et il est prévu pour 2030 134 seniors pour 100 jeunes. Donc il y a vraiment urgence, d'autant plus que maintenant il y a deux notions qui commencent à se rejoindre. Hein. D'une part, nous avons le vieillissement qui est un phénomène naturel, d'accord, mais qui rejoint de plus en plus le phénomène de la vieillesse. Alors je rappelle que la vieillesse c'est une notion, c'est la société qui décide en fait qui est vieux. Et le souci c'est que en fait cette réalité de la vieillesse s'est déplacée. Alors qu'avant, les premiers symptômes, je dirais, du vieillage, on les rencontrait autour de 50-60 ans. Maintenant, grâce aux avancées technologiques, les poussées de la médecine, etc., cette réalité, eh bien, elle s'est déplacée autour de 60-70 ans. Donc c'est quelque chose que l'on remarque. Et malheureusement, avec l'écart intergénérationnel qui ne cesse de se creuser, eh bien, cette réalité, elle est prise au niveau de la société différemment. Ça se traduit par les habitudes culturelles, les habitudes sociales. Et maintenant, nous sommes dans une époque où le but n'est plus de bien vieillir, hein, comme ça se faisait avant. La vieillesse, c'était quelque chose qui se préparait. Maintenant, le but est de ne pas vieillir, avec les conséquences que ça. Donc, alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences sont au niveau culturel, au niveau comportemental, au niveau également de l'estime de soi, où maintenant vieillir c'est pratiquement un tabou, même s'il y a encore un certain nombre de langages, je dirais, de bienveillance autour de la vieillesse. Hein. On dit que les vieux sont plus sages, on dit que la vieillesse amène la sagesse, etc. Mais lorsqu'on regarde au niveau du comportement et du lien entre les individus, on se rend compte que c'est tout le contraire. La plupart des personnes qui se reconnaissent, je dirais vieux, même pas âgés, vieux, ont tendance à se mettre de côté, un peu d'elles-mêmes. Elles ont tendance à s'isoler. Donc il y a un gros travail à faire par la population, par l'ensemble de la population, pour intégrer ces personnes âgées dans notre quotidien. Vu, comme il a été dit par le docteur Basile, que la particularité des Antilles, c'est que nous avons un phénomène de vieillissement qui est très avancé, plus avancé que ce qu'on retrouve au niveau de la métropole. Et par rapport à ça, il y a un certain nombre d'enjeux, hein, que ce soit au niveau de la société, enjeux également au niveau budgétaire, parce que bon, il faut financer tout ce qu'il y a autour de la vieillesse, même si en Guadeloupe, il y a pratiquement une économie qui s'est installée autour de cela. Et nous avons également des questions cliniques. Hein, bien évidemment, avec la vieillesse, il y a toutes les problématiques de la vieillesse qui vient avec, entre ostéoporose, risque de chute, qui fait que de plus en plus, nous avons des personnes qui deviennent, comme Madame Saint-Sauveur l'a dit, des aidants, sans même s'en rendre compte. On se rend compte que, au fur et à mesure que les parents deviennent dépendants, les parents ont peur de se montrer, et les enfants, généralement le dernier, ou la fille de la famille, se retrouvent, entre guillemets, je tiens à le préciser, piégés, avec son parent. Et vu que l'âge de l'espérance ne cesse de s'allonger, il n'est pas rare de trouver dans un domicile une mère de 90 ans avec sa fille aidant de 70 ans, tous les deux développant plus ou moins les mêmes problématiques. Donc voilà, c'est un peu cela les difficultés. Les enjeux sont bien réels. Quelles sont les solutions à apporter? Madame Saint-Sauveur vous l'a montré dans son bouquin, avance quelques arguments, mais le principal, c'est le regard que nous porterons au niveau de nos aînés, la participation qu'on fera, le pas qu'on fera vers eux pour continuer à les intégrer, je dirais, dans la société, partager avec eux la communication, les nouveaux outils. Comme il a été dit, il ne faut pas hésiter, il ne faut surtout pas avoir cette réticence à s'engager avec eux dans les nouveaux outils, que ce soit tablette, que ce soit ordinateur, etc. Il y a pas mal d'associations qui s'y mettent, dont l'association de Madame Blément. Donc voilà, ce sont des petits plus. Et si chacun, je dirais, y met de son sien,
ben, nous allons contribuer à se mieux vieillir dans notre société, mieux vieillir en Guadeloupe, mieux vieillir à Morne-à-l'Eau. Très bien. Totalement. Madame, je voudrais revenir, merci beaucoup, docteur. Je voudrais revenir à Madame Blément. Je vais revenir à vous tout à l'heure, mais je voudrais revenir à Madame Blément. Madame Blément, est-ce que nous aussi, les enfants de toutes les personnes âgées dont vous vous occupez au niveau de l'association, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment vous voyez leur évolution au fur et à mesure? Parce que peut-être qu'il y a des personnes âgées dont vous vous occupez depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux, sur leur comportement? Comment ça se passe pour eux? La façon dont vous les voyez se transformer, certainement, à partir de ce que vient de dire Monsieur Méry. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, il y a un problème au niveau des enfants et des personnes, des parents. La plupart sont en métropole et la personne âgée, à un moment donné, soit il n'y a qu'un seul en Guadeloupe qui n'est pas toujours proche, soit la personne est livrée à elle-même, la personne âgée. Quand nous faisons la visite sur les terrains, la plupart du temps, on a la désagréable surprise de rencontrer une personne âgée qui, s'il n'y a pas un voisin qui soutient comme avant, ben, elle est livrée elle-même. Bon, je comprends que, je prends le cas des aidants, par exemple, un aidant à sa charge, à sa famille, et il faut aider. Il faut aider, donc à un moment donné, et j'ai eu des cas comme ça où l'aidant familial, maintenant, c'est elle qui est en dépression, et en grande dépression alors qu'elle a une famille. Donc, je dis que maintenant, nos associations, avec, bon, c'est un projet que je vais présenter aux instances, pour que les jeunes comme avant, parce qu'avant, les jeunes se déplaçaient gratuitement, enfin, aller voir les voisins, leur apporter à manger, de l'eau et tout ce qui s'ensuit. On ne demandera pas à ces jeunes de faire ça gratuitement, mais en leur donnant une formation à la base, et pour un petit peu prendre aussi le relais, remplacer les enfants qui sont absents. Voilà. Par le service civique, j'entends. Par exemple. Oui. Non, mais c'est vrai que bon, le contexte maintenant, famille, moi qui ai l'âge d'avant, je sais tout comment ça se passait. Il y avait beaucoup de solidarité entre jeunes et moins jeunes. Mais maintenant, ça a tendance, cet esprit de famille se perd. Donc, il faut recréer, il faut essayer de recréer par le biais du service civique cette collaboration avec les aidés. Et je me propose même, bon, c'est un peu grand projet, j'ai beaucoup de projets parce que moi, je vis, comme je vous dis, je suis là-dedans, je suis dans le bien, je vis la chose. Vous savez, j'ai pensé à un petit rameur, des petits rameurs, et pour emmener à domicile les gens qui ne peuvent pas marcher dehors, puis savoir faire des exercices à domicile. Les marcheurs, petits marcheurs, il y en a qu'on voit maintenant qui passent très bien à domicile. Ceux qui ne peuvent pas venir en salle, trouver un système pour les faire participer, bénéficier un petit peu de ce que les autres font, tout le monde. Voilà. Et là, ça j'y tiens. J'y tiens. Je vais partir en dirigeant en campagne, parce que j'en ai acheté deux à ma charge, déjà. J'en ai acheté deux pour faire la démonstration. Et en temps, je vous ferai après contact avec les personnes, je vous ferai voir un petit peu la satisfaction des gens. C'est sûr que tout ce que nous proposons, je vous dis qu'on a commencé avec les livrets. Et quand on a voulu voir par le lundi,
avant midi, on nous appelle l'après-midi pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Eh ben, bravo, bravo. On a un big succès et je crois qu'avec les rameurs, les marcheurs, ça va encore exploser. Moi, je tiens à aller jusqu'au bout. Tout ce qu'on peut donner, et je pense par rapport à ces gens qui ont toujours travaillé la terre, qui ont des petites retraites, qui n'avaient pas de loisirs, qui ne connaissaient pas qu'à la plage, ouais, des enfants par douzaine, par quinzaine. Maintenant, si on peut donner quelque chose, si on peut leur proposer quelque chose, des toutes petites choses, elles sont contentes. Moi, j'envoie une petite carte, c'est la fête des mères, je suis une petite carte, tout le monde m'appelle, me dit merci. Il y a des fruits, des légumes, on partage. Et ça, c'est très, très, très important. Les personnes âgées sont très sensibles à ces petits gestes. Et moi, je dis, et j'incite la jeunesse à suivre le mouvement. Voilà. Madame Blément et son association, ils sont très mobilisés contre l'isolement. Docteur Basilieu, je vous ai vu sourire, on dirait que vous étiez toujours très satisfaite des interventions et des actions de Madame Blément. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'elle a évoqué un peu les bases de ce qui pourrait être un vrai levier économique pour la Guadeloupe. C'est les principes de la silver economy, le vieillissement en fait de la population. Il ne faut pas forcément le voir comme quelque chose un peu de fatidique, avec, on dit souvent, le coût de la dépendance, ça va être lourd, etc. Mais au contraire, il faut essayer de le voir effectivement comme un vrai levier économique. C'est-à-dire que vous avez effectivement une population vieillissante, mais c'est aussi une source d'activité et d'emploi en fait non délocalisable pour des jeunes, où vous avez en fait un pays où il y a beaucoup de jeunes au chômage, beaucoup de jeunes déscolarisés, et où en fait on pourrait imaginer un circuit où on pourrait effectivement, alors évidemment en formant, en adaptant les choses, pouvoir remettre les plus jeunes au service des plus âgés, et c'est vraiment quelque chose en fait de très gratifiant. Avec en plus des secteurs où il y a vraiment des activités à développer, ça peut être extrêmement riche. Ça peut être du service à la personne, et en fait ce serait extrêmement adapté en fait à notre environnement, mais c'est vrai que c'est des zones qui sont encore très peu explorées parce que on a beaucoup la vision non, il faut être en tertiaire, il faut être administratif, il faut être ci, il faut être ça, alors qu'en fait le service à la personne c'est quelque chose qui pourrait vraiment être développé et permettre du coup de faire double emploi, c'est-à-dire à la fois d'avoir des secteurs où on se développe l'activité et l'emploi, et où en même temps on permet à nos aînés effectivement de pouvoir rester au domicile, rester autonome. Parce que comme Madame l'a dit, l'une des difficultés, c'est quand on est âgé que même si on a 7 enfants, si on a 6 en métropole, 1 en Guyane, on est toujours tout seul en Guadeloupe en fait. Donc, et même avec toute la bonne volonté, il y a un moment où on aura besoin de ces aides pour justement rester à la maison autonome. Et c'est vrai que selon les territoires et les zones en Guadeloupe, vous avez des endroits où c'est très bien desservi et puis des endroits où c'est très, très isolé. Et ce contact, on en a besoin. Donc, ça peut être aussi, je ne parle pas que du portage des repas quand je dis service à la personne. Comme Madame l'a dit, ça peut être quelqu'un qui vient en domicile, qui fait de l'activité physique avec vous, qui vous fait marcher. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que c'est vraiment des pistes qu'il faut explorer. Moi, j'ai dans ma patientèle, il y a le fils d'une patiente qui finalement a développé une activité vraiment, alors pour le coup c'est du portage de repas, il passe avec sa petite camionnette, mais vraiment parce qu'en fait il s'est rendu compte que ses parents en Guadeloupe, il y a eu un moment où ils ont besoin de ça, et en fait où ça n'existait pas dans sa commune, et donc il est revenu, il a monté son entreprise, et maintenant ça marche très très bien, il a développé tout un tas d'activités autour de ça, et c'est très vivant en fait, et c'est très riche, et alors qu'au début, il y allait pas à pas, et puis lui-même n'y croyait pas trop, alors qu'en fait, non, on en avait vraiment besoin, et on en a encore besoin. Tout à fait. Donc, comme vous le disiez, le vieillissement n'est pas une fatalité, parce que c'est vrai que nous sommes le troisième département, là où la population est la plus âgée, mais ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est une belle opportunité
pour la Guadeloupe et pour toutes les communes où le vieillissement est important. Moi, je suis de Marie-Galante et c'est vrai que les 3 communes ont un taux de vieillissement beaucoup plus important, de plus de 4 points par rapport au taux de la Guadeloupe et même plus important par rapport à la France. Et ce n'est pas une fatalité parce qu'au contraire, c'est vrai que la Silver Economy permet de développer des activités autour des temps blanches. C'est ce qu'on appelle la Silver Economy, autour des personnes âgées. Et en plus, c'est vrai que c'est un levier économique aussi parce que c'est lorsque je vois l'association de Madame Blément, elle ne se contente pas de tout juste faire les activités, réaliser les activités dans le cadre du service à la personne octroyé par les différentes institutions, mais elle crée. Elle crée. Ça veut dire que tout ce qu'elle crée, c'est-à-dire qu'elle veut absolument se mobiliser contre l'isolement, d'autant plus que les personnes âgées ont été très affectées par rapport à la pandémie. Et donc, elle crée parce que l'activité qui est d'aller vers le dispositif, d'aller vers la personne, ça, il faut absolument que toutes les associations puissent le développer comme elle. En plus de ça, comme elle dit si bien, elle va aussi faire de l'activité physique à domicile. Le à domicile est important et là effectivement on ne peut que encourager toute notre jeunesse et toutes les associations de pouvoir actionner ces leviers là parce que tout ça injecte de l'argent dans l'économie et permet à l'économie autour des personnes âgées de vivre. Alors vous avez une réaction par rapport à ça, monsieur Méry, madame Juste. Madame Saint-Sauveur? Ah oui, j'ai mon micro. Oui, je rejoins à la fois le docteur Basileux et Madame Blément. C'est vrai qu'il faut démystifier sur les métiers du vieillissement. Parce que quand on parle aux jeunes de l'aide qu'il y a à apporter aux personnes âgées, mais tout de suite, on pense à l'aide ménagère ou au partage de repas. Or, les personnes âgées, elles ont d'autres besoins, elles ont des désirs. Donc, il faut leur apporter de la culture, il faut leur apporter des loisirs, il faut leur apporter des moyens de transport parce qu'il arrive un moment où la personne âgée, elle ne peut pas forcément se déplacer toute seule comme elle le faisait auparavant. Il lui faut un transport adapté, mais pas forcément au sens de la personne porteuse d'un handicap. C'est un transport qui lui assure la sécurité du transport. Et donc, il y a lieu de démystifier surtout les apports bénéfiques de ce vieillissement-là. Et dans la 3e partie de mon écrit, je parle d'une application sur le territoire du Nord-Grande-Terre parce qu'on sait que ça a été démontré que l'économie sociale et solidaire pouvait aider justement à créer ce développement économique autour du vieillissement. Donc, on gagnerait à faire connaître les possibilités qui existent. Et j'en profite pour faire savoir à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont actuellement connectés, que cet écrit sera mis à disposition pour ceux qui le souhaitent. Et donc, nous espérons, nous, ensemble, que ça apporte des fruits. Totalement. Là, je pense que tout le monde va en profiter parce que je l'ai lu, il est extrêmement riche. Alors, effectivement, nous étions suivis aussi bien sur tous les réseaux sociaux, tous les canaux, aussi bien sur Instagram, Facebook, WhatsApp, plus le site même de l'association. Et donc là, on commence à avoir beaucoup de questions. Et donc, je vais commencer à les poser. Merci beaucoup de me les avoir transmises, ces questions. Docteur, je pense que vous y avez déjà répondu, mais la question nous est posée: à partir de quand vieillit-on? Alors, on revient à la question de l'âge, et si vous voulez, moi j'aurais beaucoup de mal à donner un âge précis, puisque comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'une question d'âge, on vieillit en fait à tous les âges. Et il ne faut pas forcément attacher dans son esprit cette espèce de barrière, pour certains à 75, pour d'autres à 80, à partir de cet
âge-là, je suis une personne âgée, je suis quelqu'un qui vieillit. Donc déjà, je prépare mon vieillissement dès le plus jeune âge. Et ensuite, par contre, oui, effectivement, en prenant de l'âge, je vais devoir adapter mon environnement, adapter en fait mon quotidien pour pouvoir justement continuer à vivre et entre guillemets à bien vieillir. Des fois même, moi, je n'aime pas forcément le terme bien vieillir, je préfère dire bien vivre parce que vraiment, ces actions de prévention, en fait, c'est à tous les âges qu'il faut les appliquer. Donc, je ne donnerai pas d'âge. Voilà. Ma mère de 80 ans refuse toute activité. Que dois-je faire? Que puis-je faire? Madame Blément, docteur Basileux, monsieur Méry, madame, je vous en prie, allez-y et à celle qui sent le mieux la réponse ou bien à toutes. Que peut faire cette dame qui voit que sa mère de 80 ans refuse toute activité? Madame Blément. Madame Blément, Madame Blément. Alors, la première démarche, la personne qui a posé la question à notre numéro nous appelle et on ira à domicile voir la maman et discuter avec elle et un petit peu voir comment on peut la déchiffrer, comme on dit, du domicile. Très bien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lui proposer, ne serait-ce que discuter pendant 20 minutes avec la personne. Bon, on voit que tout de suite, elle rayonne. Elle a envie de suivre. Et surtout si on lui propose, dans le premier temps, d'envoyer un jeune qui va discuter avec elle un après-midi, partager un goûter avec elle, qu'il y ait des échanges entre jeunes et personnes âgées, raconter son vécu d'antan, et puis bon, ce sont ces relations-là, ça qu'il faut réactiver, jeunes et moins jeunes, parce que ça fait du bien. Quand la personne âgée reste l'après-midi devant la télé, bon, ben, le soir, elle a peur. Elle a peur de s'enfermer, d'aller dormir. Par contre, s'il y a même 30 minutes de dialogue, on voit que quelques 30 minutes avant la conduite de la vie, c'est très, très important. Moi, je vois quand je suis seule là, ben, je regarde dehors, j'appelle quelqu'un pour ne serait-ce que discuter un petit moment. C'est très important. Tout à fait. Docteur Basileux. Docteur Basileux, vous vouliez ajouter quelque chose? Que faire? Que faire? C'est simplement rassurer cette dame, déjà lui dire que il ne faut pas forcément s'obstiner, il ne faut pas forcément chercher à braquer sa maman, parce que des fois, on a des enfants extrêmement inquiets et qui veulent imposer tout un tas de choses. Et comme Madame Blément l'a dit très tranquillement, déjà, il faut créer un dialogue, alors qui n'est pas forcément à apporter par les enfants, parce que des fois, ça va beaucoup mieux passer avec quelqu'un d'une association, avec une voisine, et qui va aller détisser un petit peu le pourquoi. Il faut aussi bien comprendre que les gens, ils ont leur histoire, ils ont leur vécu, ils ont leurs habitudes. Donc, des choses qui, nous, peut-être plus jeunes, nous paraissent naturelles, de sortir à telle heure, de faire ci. Mais pour la personne en question, c'est peut-être pas si évident. Et donc, non, maman ne veut peut-être pas forcément aller à la plage avec moi à telle heure, mais elle va peut-être accepter plus facilement, comme dit Mme Blément, déjà, un premier temps, une visite à la maison. Parce que déjà, toute l'histoire de sortir de la maison, se préparer, etc., ça peut faire trop pour elle, ça peut faire beaucoup. Donc, d'y aller très progressivement et ne pas hésiter effectivement à passer le relais à quelques d'autres et pas forcément à vouloir imposer absolument les activités. On a dit qu'il faut faire des activités, mais ce n'est pas forcément les mêmes d'ailleurs pour tout le monde déjà, puisqu'il faut adapter ces activités-là. Et puis surtout, ce n'est pas forcément celles que nous, on aurait aimé voir nos parents faire, ce qui est des fois extrêmement déstabilisant pour les enfants. Donc c'est pour ça que se rapprocher, elle a le numéro de l'association. Déjà, elle appelle, ça peut être une bonne piste. Et puis elle va écouter et voir ce qu'on peut lui proposer. Tout à fait. Écoutez, j'ai une autre question dans le même sens. Hein. J'habite loin de mes parents et je suis enfant unique. Comment faire? Je pense que... Là aussi, c'est vraiment c'est une question extrêmement large. Donc, comment faire si petit 1, où est-ce qu'ils habitent, dans quelle commune, quel âge ils ont, et ensuite vraiment ne pas oublier
les gens ont tendance à le négliger, que dans les communes, nous avons des mairies, nous avons des CCAS, nous avons des acteurs de terrain. N'écoutez pas forcément ce qu'on dit, oui, tu vas là, vous y allez, vous posez la question, vous demandez à rencontrer ou au téléphone l'assistante sociale, parce que souvent sur le territoire, les gens pourront vous conseiller sur, il y a des associations du troisième âge qui existent. Dans cette commune-là, la mairie a mis en place un portage des repas, une rencontre par mois pour les aînés. Et des fois, il y a des communes et des CCAS qui sont extrêmement actifs. Et en fait, les enfants ne savent même pas qu'il y a énormément de choses sur la commune même de leurs parents. Donc, même s'ils sont loin, il faut qu'ils aillent par contre faire l'effort d'aller à cette information, parce que par contre, le parent âgé, isolé, lui, peut-être ne pourra pas faire cet effort. Donc, même quand on est en métropole, on prend son téléphone déjà pour commencer, on essaye de joindre le CCAS, voilà ma situation, et vous aurez des informations, vous avez des gens extrêmement disponibles et qui peuvent vous donner l'information. Donc, il faut aussi batailler un peu, téléphoner aux bonnes heures, tomber sur la bonne personne, mais déjà partir de la base, voilà qu'est-ce qui existe sur ce territoire-là, et après, qu'est-ce que je peux mettre en place. Madame Saint-Sauveur, c'est aussi le but de l'applicatif. Et en même temps, on peut répondre à la question, quel est le rôle des associations en dehors des activités qu'elles proposent? Tout à fait. Nous, à Mauna Loa, nous en avons un certain nombre et elles sont très actives. Pour autant, toutes les personnes âgées n'acceptent pas forcément d'aller vers les associations. Donc, la question du nous aussi demeure. Ensemble, à l'association Ensemble, nous voulons vraiment sensibiliser chacun d'entre nous sur l'intérêt qu'il y a à accompagner son parent. Parce que c'est vrai, même notre territoire de Mauna Loa, nous sommes actifs en matière d'association. Il y en a plusieurs, mais vraiment actives. Elles organisent de la marche, elles organisent des visites à domicile, elles organisent des sorties. C'est la COVID qui a créé un frein là, mais nous avons des associations très actives sur le territoire. Et pourtant, nous rencontrons un certain nombre de personnes âgées qui demeurent isolées, qui refusent vraiment d'accepter aller vers l'association. Nous avons également sur le territoire, pas seulement des personnes âgées, mais des citoyens tout simplement qui ne connaissent pas le rôle de leur CECAS, de leur centre communal d'action sociale. Donc, comment aller chercher l'information auprès d'un centre communal d'action sociale quand on ne connaît pas son existence? C'est là l'aspect important du rôle de l'enfant et tous ceux qui sont dans l'environnement de la personne âgée, qui ont à jeter un regard et porter l'information à une personne âgée dans le besoin. Et nous, une fois de plus, à l'association, nous œuvrons en ce sens et c'est pour cela que nous avons créé cette application que nous tenons à faire connaître par les uns et les autres parce que les informations résident dans cet outil-là et nous tenons à ce que l'information arrive là où il faut, là où le besoin existe. D'accord. Alors, justement, j'ai une question sur pourquoi l'aide ménagère prend tant de place dans la vie de la personne âgée. Je pense qu'on y a un peu répondu déjà. Pourquoi l'aide ménagère prend autant de place dans la vie de la personne âgée? Madame Blément? Monsieur, c'est comme vous voulez. Madame Blément? Oui. Pourquoi l'aide ménagère prend autant de place dans la vie de la personne âgée? Surtout dans le cas où la personne âgée vit seule et n'a pas d'enfant proche, pour elle, quand elle ne voit pas arriver la personne, l'aide à domicile à l'heure convenue, il y a quelque chose qu'on n'a pas appelé, elle appelle au bureau pour savoir, il est 9 heures, je n'ai plus personne. Donc, la présence de l'aide à domicile à des heures justes, respecter des heures de service. Et quand il y a un manquement, appeler la personne, la rassurer et lui dire, on a un petit retard, on a tel problème, mais on viendra un peu plus tard.
mais la personne attend, et surtout quand elle est habituée avec l'intervenant, alors surtout ne pas la changer. Il y a un lien qui se crée entre l'aide à domicile et la personne âgée. Quelquefois, on a des difficultés à l'aider souder. Elle refuse quelquefois une remplaçante parce que ça passe tellement bien entre les deux que ça les dérange quelquefois. Donc, on fait au maximum. Moi, je leur parle, je dis oui, mais la personne peut être malade, il faut se mettre à l'esprit que, bon, la roue tourne, quoi. Oui. Et il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Un petit mot, monsieur l'anthropologue? Ben, je dirais tout simplement que le lien social, c'est quelque chose de vital, hein. On le vit d'autant plus difficilement qu'on prend de l'âge, c'est-à-dire que les autres commencent à s'isoler et même les amis qu'on avait autrefois, qui nous rendaient visite, se retrouvent plus ou moins dans la même situation. Et petit à petit, on observe que l'entourage commence à se raréfier. Alors, c'est pour cela et sans cela que non seulement les aides prennent une certaine importance, parce que comme je le disais, ce lien social est important, mais également des entreprises qui l'ont compris cela. Et je prends pour exemple la formation des facteurs. Les facteurs, par rapport à l'importance de cette problématique du vieillissement, eh bien, ont cette formation de créer du lien, surtout dans les régions où la population est extrêmement vieillissante, hein. Il y a des régions sur la métropole où l'âge moyen est autour de 70 ans. Ben voilà, il y a ce lien social qui est créé par le biais des facteurs, par le biais de certaines structures, je dirais, de services. D'accord ? Et c'est d'autant plus important qu'on se rend compte que la personne qui se retrouve isolée, sans aucun lien, eh bien, a tendance à se laisser glisser, comme on dit dans le jargon médical, à se laisser aller. Et aussi bien que l'aide médicale, eh bien, la venue de quelqu'un pour partager ne serait-ce qu'un souvenir, un bonjour, comme on le disait, un petit sourire, passer près de quelqu'un, échanger avec elle pendant un certain moment, eh bien, ça c'est quelque chose qui est non seulement vital, mais qui nous rappelle la solidarité d'antan, d'accord ? Et ce sont des choses que nous devons impérativement retrouver ici. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions, là, on va essayer de terminer avec les questions, mais j'en ai qui se rapprochent de la nutrition, et puis d'autres, bien entendu, par rapport au vieillissement même. Alors, la question, que faut-il manger pour bien vieillir? Et en même temps, il y a une autre question qui porte, c'est quoi la dénutrition de la personne âgée, et comment on se rend compte que la personne est dénutrie, ou bien elle en passe d'être dénutrie? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut répondre à ces deux questions-là? Que faut-il manger pour bien vieillir, Madame Blément? Que faut-il manger pour bien vieillir? Alors, docteur? Je suis désolée, il va falloir que je m'en aille, hein, parce que moi, à 17h, j'ai un impératif. D'accord. Mais du coup, que faut-il manger pour bien vieillir? Une très bonne question. Faut retenir qu'avec l'âge, en fait, on ne va pas manger de la même façon. On ne va pas avoir le même temps de digestion, on ne va pas avoir la même faculté à mâcher, on va avoir des problèmes dentaires, on ne va pas avoir la même faculté à filtrer au niveau des reins. Donc, il va falloir adapter l'alimentation, ça c'est vrai, mais par contre, il n'y a pas d'interdit. Globalement, c'est qu'il n'y a pas d'interdit, qu'il faut manger le plus équilibré possible, parce qu'on a tendance à être aussi beaucoup mono-aliments, c'est-à-dire à manger souvent les mêmes choses, du riz, des racines, non. On a beaucoup de choses en Guadeloupe, donc il faut manger de tout. Par contre, c'est normal de manger moins en quantité, de pas forcément vouloir toujours faire 3 gros repas par jour. Et très souvent, on a nos personnes âgées qui vont manger moins, par exemple, le soir. Ce n'est pas forcément problématique. L'idée, c'est de répartir en fait sur la journée ceux qui vont pouvoir manger. Surtout de se battre un petit peu, par contre, pour continuer à boire suffisamment. Puisque plus l'âge va avancer et moins en fait on va avoir les signaux qui font qu'on va souvent pas avoir soif ou moins soif et on va tendance à moins se boire et ça c'est vecteur de constipation, de troubles du transit, etc. Donc ça peut être très embêtant. Après effectivement on va parler de dénutrition à partir du moment où la personne ne va pas se nourrir comme il faut avec l'âge et ça par contre c'est très fréquent, la dénutrition avec l'âge.
Il y a une façon très simple de surveiller la dénutrition, en fait, c'est de se peser déjà, de surveiller le poids. Et effectivement, il faut commencer à s'inquiéter si on a une perte de poids plus importante. Classiquement, on dit plus de 5% du poids en 1 mois ou en 3 mois, c'est-à-dire quelqu'un qui fait 54 kilos, qui perd 5 kilos en 1 mois. Ben là, il faut peut-être, enfin plus de 3 kilos, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vrai que ça, on ne va pas hésiter à recommander, à le surveiller. Après, le problème de l'alimentation rejoint beaucoup ce problème du lien social. On va avoir tendance à moins se manger quand on est tout seul et isolé. Déjà, vous-même, naturellement, vous êtes tout seul, vous allez manger le soir devant la télé un petit plat. Vous n'allez pas manger la même quantité que si vous êtes à table, en famille, qu'on mange tous ensemble avec les petits-enfants. Et là, on va avoir envie de manger. Parce que souvent, le temps du repas, c'est un temps symbolique où justement la personne faisait à manger pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et très souvent, d'ailleurs, quand on va chez mamie, c'est là qu'on mange le mieux parce que mamie fait à manger pour 25 personnes alors qu'on est 4. Alors que la même personne, la même mamie, quand elle est toute seule, en fait, elle ne mange pas. Donc c'est ça, c'est le lien social, encore une fois, qui va faire que la personne va continuer à bien manger. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir travailler et mettre en place autour d'elle. D'accord. Alors, est-ce que rapidement, avant de vous en aller, il y a 2 petites questions, mais en une seule. Comment se préparer à vieillir? Et j'ai 65 ans et je me sens aussi vieille que mes parents. Est-ce normal? Et puis, on va vous libérer. Se préparer à bien vieillir, ça va vraiment être, on l'a déjà dit sur le mode de vie, des choses extrêmement simples. Retenez bien manger, bien bouger, déjà, vous avez 90% de la chose. Et mine de rien, en fait, on croit qu'il faut faire des choses bien spécifiques. Et par exemple, simplement une activité physique régulière. J'entends déjà tout le monde qui me dit « Oui, mais non, moi, je n'ai pas le temps de faire du sport. J'ai parlé d'activité physique, pas de sport. » Donc, toutes les personnes à qui regardent, je vous invite déjà à vous concentrer en vous disant c'est quoi mon activité physique de la semaine, en fait. Et si vous vous dites, moi, je n'ai pas le temps de faire du sport, c'est faux. On a toujours le temps de faire de l'activité physique. Ça peut être 15 minutes de marche par jour répartie en 2 fois. Ça peut être du jardinage, du bricolage, mais il faut bouger. Il faut des fois lâcher le téléphone, le Facebook, le machin, et aller dehors faire une petite marche, d'accord? Et le bien manger aussi. Ne serait-ce que boire de l'eau tous les jours en quantité suffisante. Est-ce que tout le monde boit 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour? Très souvent, on se rend compte qu'on a fait la moitié de la matinée, voire de la journée. On n'a pas encore bu, on a bu un verre d'eau. Déjà ça, c'est pas bon pour le bien vieillir. Donc se préparer, c'est ça. Et puis par contre, vraiment anticiper quand même ce tournant de la retraite. Parce que très souvent, le moment où on a, surtout les gens qui ont été très actifs, et puis d'un coup on passe à la retraite, même quand on pense qu'on a préparé, le fait de ne plus avoir ce côté le matin, je me lève, je vais au travail, il y a vraiment des gens que ça peut déstabiliser énormément et on rentre dans les phases où on est un peu dépressif, on se commence à refaire le fil de sa vie. Et ça, par contre, quand ce n'est pas anticipé, vraiment le tournant de la retraite, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler pour bien prévenir les gens que déjà, ce ne sera plus la même vie. Et puis pour remplir, et on a besoin de nos jeunes retraités, par exemple, dans les associations, il y a des plus âgés pour aussi être peut-être les roues qui font tourner l'association sur le plan administratif, etc. Donc je dirais peut-être penser à ce tournant-là, ce serait peut-être une clé. Et puis après, ne pas hésiter à continuer à aller vers l'autre. Et des fois, c'est vrai qu'il faut batailler. Quand la dame dit « je me sens aussi âgée que mes parents et des fois que cette tendance à se recroqueviller, à se renfermer, il faut des fois se faire violence et aller vers les autres, en fait. Et comment vous pouvez accompagner toutes ces personnes? Comment elles peuvent vous voir? Est-ce que vous assurez des consultations? À quel numéro vous joindre? Où vous joindre, docteur, pour tous ces conseils que vous nous donnez là? Alors, c'est vrai qu'en fait, on a une activité qui est beaucoup axée sur la prévention, le repérage de la fragilité dans le service de médecine à orientation gériatrique à la clinique, à la polyclinique de la Guadeloupe. Donc ça, c'est vrai que c'est un service qui est assez jeune et qui existe depuis le mois de septembre à la polyclinique et qui va être beaucoup axé sur ça en fait, sur justement faire un peu le point, pouvoir donner des pistes de bien vieillir et faire du repérage de fragilité. Donc, simplement, en se rapprochant de la polyclinique de la Guadeloupe, il y a un site internet, il y a toutes les coordonnées. D'accord. Et à ce moment-là, que ce soit en consultation ou en bilan, on peut se voir et faire le point. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, docteur. Merci pour vos conseils. Merci pour ces riches interventions. Et puis, vous tous qui nous écoutez, eh bien, je vous demande de vous rapprocher du docteur Basileux à la polyclinique de la Guadeloupe de manière à faire un point sur votre état.
dirons-nous, Avancer en âge. pardon, Avancer en âge. avancée en âge, de votre avancée en âge. Voilà. Puisqu'il y a la mémoire, un point sur votre Avancement. mémoire, un point sur votre avancée en âge. Merci beaucoup, docteur. Je vous demande vos applaudissements. Merci encore. Et puis, je vous dis donc à très vite. Merci. Merci encore. Alors, donc, par rapport aux différentes Et très questions. bien. Oui. Au revoir tout le monde. Merci, Merci madame. beaucoup. Merci, au revoir. Merci madame pour l'invitation. Merci à tout le monde et à très bientôt. Je suis désolée, il faut vraiment que j'y aille. Merci Je vous en prie. À très bientôt à la Polyclinique de la Guadeloupe avec docteur Basile. N'hésitez surtout pas. Alors, madame, donc, la réponse aux questions, peut-être, alors, il y avait comment se préparer à vieillir. Et j'ai 65 ans et je me sens aussi vieille que mes parents. Donc, est-ce que vous avez envie de réagir, madame Saint-Sauveur, madame Blément, monsieur Méry, tout juste Moi, pour j'aimerais- répondre? J'aimerais Voilà. bien que Madame Blément nous dise quel est son secret. Voilà. Elle a entendu? Madame Blément, tu nous as entendu. Alors, quel est ton Manger secret? ça quand manger en temps longtemps. Manger ça quand manger en temps longtemps. Hmm. Arrêtez. Restons au maximum dans le local. Voilà. Et Locavore. puis, on peut faire des écarts quelque part. Mais nos produits sont des produits sains, alors utilisons-les. Et puis, surtout, moi je dis que pour être bien dans sa peau, il faut arrêter, il ne faut pas être inactif. Il faut être toujours en éveil, il faut toujours chercher quelque chose à faire. Ne pas sortir la télé, il y a la télé, il y a bon, je suis bien chez moi, les blocs. Non, il faut, même si vous ne voyez personne, vous avez un coup de fil à passer à quelqu'un, bon, ça vous occupe un petit peu l'esprit, ça rend un petit peu l'isolement. Voilà. Et puis, surtout, j'ai donné l'adresse, j'ai fait racheter, bon, les gens aussi veulent me contacter. Bon, si quelqu'un vit à la campagne, ça c'est une démarche qu'on va faire, et qu'ils ont une grande terrasse, on peut rassembler 2, 3, 4 personnes et faire des activités, vous voyez, par groupe. Mais ça, c'est des choses, il y a tellement de choses à développer contre l'isolement, pour que les gens se sentent un petit peu mieux dans leur peau. Et puis, vous avez parlé du bien vieillir aussi. Et le bien vieillir vient depuis le jeune âge. Quand on construit une maison, il faut penser qu'on deviendra, on va rester là-dedans pendant toute sa vie. Donc, les carreaux ne sont pas adaptés. Bon, la plupart maintenant, là, je suis en train d'équiper tout mon personnel avec des choses anti-rapport parce que le carrelage a été fait. Bon, c'était les beaux carreaux, mais ça glisse. Et déjà, pour prévenir un petit peu le risque, ces risques professionnels, je suis occupée de les équiper en chaussures adaptées. Mais Absolument. je dis que quand on prend la route, il faut préparer dans sa tête sa retraite et ne pas être sur la retraite, je suis au repos. Non, il faut développer des activités, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester inactif. Autrement, bon, c'est la catastrophe. Si on a trop de temps à réfléchir négativement, du matin au soir, du soir au matin, bon, ben, faut se prendre en charge. Voilà. Et surtout, ne pas dire que les enfants sont là, ne pas compter sur les épaules. Prenez votre indépendance. Si vous voyez du monde, organisez-vous, prenez-vous en charge. Voilà. Absolument. Les coordonnées, madame Blément, de l'association? Ah, vous pouvez répéter les coordonnées de l'association? On n'entend pas, madame Blément. On a été coupé? Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Là, voilà, vous pouvez faire les photos de l'écran. L'association Solidarité aux aînés qui se trouve à Fontézat à Sainte-Anne avec 2 numéros 05 90 47 16 99 et 06 90 67 46 29.
67 46 29, voilà, avec le mail qui est à l'écran. Alors, franchement, donc, n'hésitez pas, parce que vous avez vu que c'est une association extrêmement active qui propose plein d'activités et vous en avez besoin. Tous, nous en avons besoin. Alors, moi, je vous demande d'applaudir de manière très nourrie Madame Blément. Merci, Madame Blément, pour ces interventions et pour ce beau diaporama. Et puis, donc, nous tous, nous souhaitons à votre association et à vous-même une belle continuation. Et puis, je souhaite que nous nous revoyions dans 30 ans encore là pour faire la même émission. Pour faire la même émission. Vraiment, votre vivacité nous plaît. Alors... merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Madame Blément. Alors, vous pouvez rester avec nous, hein, parce que là, je voudrais demander à l'observateur social, et avant de passer le micro à Madame Saint-Sauveur pour la conclusion, mais Monsieur l'observateur social, docteur, se préparer à bien vieillir, cette question, vous qui êtes observateur social, qu'est-ce que vous diriez quoi? Quel conseil? Quelle est la réponse à apporter à cette personne qui pose la question, comment se préparer à bien vieillir, à vieillir surtout? Eh bien, la réponse, elle est simple, mais en même temps, le fait qu'elle soit simple, elle devient compliquée. C'est se projeter. C'est se projeter. Et effectivement, au niveau des entreprises, maintenant, il y a la préparation au départ à la retraite, hein, bon, qui est plus ou moins suivi, des fois pas suivi du tout, mais c'est quelque chose qui effectivement qui se prépare. C'est quelque chose qui se prépare, puisque on passe du jour au lendemain à une activité avec sa routine, et que ce soit le corps, que ce soit les réflexes, que ce soit sa façon de penser, s'adapte à cette routine. Et du jour au lendemain, lorsqu'on se retrouve sans cette activité, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et lorsqu'on ne se prépare pas, je dirais, psychologiquement, mentalement, à ce changement d'habitude, eh bien, on est surpris, on se retrouve surpris, on n'a plus ses repères, d'accord, on est déphasé, et le temps des fois de se remettre en selle, eh bien, sans s'en rendre compte, eh bien, on passe une phase de dépression. Alors, il faut bien comprendre que la dépression, ce sont les autres qui la voient, hein, nous qui y sommes, on ne s'en rend pas compte, mais on perd pied, on perd pied. Donc, effectivement, cette personne a ce réflexe de se dire qu'il faut qu'elle se prépare, c'est déjà une bonne chose. Et j'invite également ceux et celles qui sont près de l'âge de la retraite de commencer déjà à réfléchir à cela, parce que les conséquences après, lorsqu'on les voit, ces conséquences, c'est qu'à l'intérieur, ça a déjà fait un bon travail, et des fois, malheureusement, il est trop tard. Voilà. Donc, il faut se préparer. D'accord, très bien. Donc, il n'y a pas d'âge pour se préparer? Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est de la projection, c'est de l'organisation, mais c'est surtout en observant son entourage. Hein, mais nous sommes dans une région où il y a toujours une personne âgée pas loin de chez nous, hein, ça c'est le cas maintenant. Donc ces personnes peuvent nous servir de repères, ces personnes peuvent nous servir d'exemple et se dire que c'est notre finitude, si demain on sera amené à être soit dans cet état, soit avoir ce même âge. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prépare? Vais-je me retrouver dans cette situation? Qu'est-ce que je fais pour éviter de m'y trouver? Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un état de conscience, c'est une prise de position, c'est une prise de conscience surtout, qui fait que petit à petit, on va se préparer. Parce que si on, comme Mme Blément l'a dit, si on compte trop sous les autres, eux aussi vieillissent comme nous. Et à un certain moment, chacun pour soi. En tant que vice-président de l'association, donc vous demandez à tous ceux qui nous regardent de venir vous rejoindre, c'est ça? Ben oui, tout à fait. Pour continuer la réflexion? Il faut continuer la réflexion, mais il faut surtout mettre à la disposition des gens des outils de communication. Ça a été dit, hein, les personnes âgées souffrent des fois de ce manque de communication. Donc, dans l'association Ensemble, c'est l'un des axes de notre programme. Hein, c'est la solidarité envers les aînés, mais solidarité également au niveau de la société pour qu'on puisse s'entraider, pour qu'on puisse également être véatifs les uns sur les autres et avancer ensemble. Très bien. Eh bien, je pense que vraiment sur ces mots, Monsieur le vice-président, merci de vos interventions. C'est moi. Et puis,
Je vois que vous faites un travail conséquent au niveau de l'association en termes de solidarité pour les aînés. Puis donc, je vous souhaite aussi à vous et bien entendu à tous les membres et puis à Madame la Présidente à qui je vais passer la parole pour les mots de la fin. Alors, Madame la Présidente, bien entendu, vous êtes en même temps, on l'a dit au long de l'émission, vous êtes en même temps conseillère départementale. Donc, vous pensez que le conseil départemental, par rapport à cette solidarité, par rapport à ce nous aussi, les parents, nos parents vieillissent, nous aussi, ils ont fait leur part à ce niveau-là, de votre fenêtre en tant que conseillère départementale. Et puis après, je vais vous demander de nous dire les mots de la fin. En tout cas, merci beaucoup d'ores et déjà en tant que présidente de cette association d'avoir initier cette belle démarche sur ce thème. Alors voilà, donc les réponses à nos questions pour nos chers auditeurs. Ben oui, le conseil départemental est chef de file dans cette politique du vieillissement et c'est vrai que le conseil départemental a fait énormément. Nous avons été très actifs auprès de nos aînés jusqu'à ce que la COVID-19 nous arrête, nous freine en mars 2020. Et pour autant, nous avons poursuivi parce qu'il fallait répondre aux besoins par rapport à l'isolement des personnes âgées. Et c'est vrai qu'il y a eu cette belle action de partage de repas qui a été initiée durant la période de confinement. Oui, le conseil départemental est à sa place. Le conseil départemental fait le boulot. Le conseil départemental, collectivité de toutes les solidarités, s'occupe de ses aînés. C'est vrai que quelques imperfections peuvent être relevées ici et là, mais bon, le conseil départemental est présent et sur cette mission-là, on peut dire que le bilan est positif. Le bilan est positif. Le bilan de la mandature est positif sur bien des aspects, mais sur la question du vieillissement, la question de l'accompagnement de nos seniors, oui, nous avons été, l'action a été à la hauteur des besoins de nos aînés. Très bien. Et alors, donc, les mots de la fin, donc, nos parents vieillissent, nous aussi. Oui. Les mots de la fin. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment sensibiliser, mais comme je le disais tout à l'heure, chacun d'entre nous sur cet enjeu-là de notre société. Je suis particulièrement satisfaite de la tenue des échanges que nous avons eus aujourd'hui. Vous l'aurez compris, tous ceux qui nous suivent, qui nous ont suivis, vous aurez compris que le vieillissement est au cœur de nos préoccupations. Et ce que nous souhaitons, c'est que vous preniez conscience que les membres de l'association Ensemble, en tout cas nous qui sommes là, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner sur cette question du vieillissement. Que ce soit votre propre vieillissement, mais surtout celui de vos parents, parce que vos parents, ils sont déjà dans le processus. Ils ont certainement besoin d'aide et donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous contacter. Et nous serons très heureux de vous apporter l'aide dont vous avez besoin, l'information dont vous avez besoin pour vous permettre de régler les situations que vous vivez, les situations, les problèmes quotidiens que vous pourriez rencontrer à propos du vieillissement de vos parents ou d'autres personnes dans votre environnement. Parce qu'il s'agit de mettre en œuvre la solidarité, notre société en a bien besoin. Essayons d'anticiper ce qui n'a pas pu être anticipé jusqu'à maintenant. Et l'association Ensemble sera à vos côtés autant que vous le souhaiterez en tout cas. Elle se situe où avec les numéros de téléphone? Alors, l'association Ensemble est joignable au 0690 72 33 20. Ce sont des coordonnées que vous pouvez retrouver à la fois sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube peut-être, les différentes publications que nous vous avons fait parvenir.
Vous pouvez également me joindre moi. Ma ligne, c'est le 0690 54 71 44. Nous sommes également sur Instagram. Donc, voilà, nous sommes joignables et nous sommes visibles. Jusqu'à nouvel ordre, je tiens une permanence au 44 rue Achille Boisneuf. Donc, nous sommes visibles, accessibles et nous nous tenons à votre disposition. Très bien. Eh ben, c'est pour le bien-être des Mornaliens, Tout à fait. aussi bien jeunes que De tous âges. de tous âges. Oui, Voilà. Très de bien. tous âges. Nous Très sommes au bien. service de notre population. Mm. Nous nous sommes engagés sur la solidarité, ça a du sens, et la solidarité humaine et à la fois territoriale, puisque nous sommes également engagés sur les questions environnementales. Très bien. Bon, eh ben, merci beaucoup. Avec des applaudissements. Des applaudissements à Madame la Présidente et puis à vous tous qui faites partie de l'association et puis à tous ceux, bien entendu, qui nous ont suivis aujourd'hui. Je voudrais vous dire merci. J'ai été ravie de servir de modérateur à cette ce beau webinaire, comme on dit. Et puis je vous remercie tous de m'avoir invité. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je te remercie également, chers collègues, d'avoir accepté de jouer ce rôle de modérateur à nos côtés. Merci beaucoup, Betty. Le travail ne fait que commencer. Moi-même, en tant que directrice de la retraite à la Caisse générale de sécurité sociale, c'est un sujet qui m'est très cher et je pense que nous avons abordé tous les aspects à tous les niveaux et donc je voudrais vous en remercier. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis, bien entendu, ce webinaire, il est encore visible puisque vous parliez de visibilité tout à l'heure. Il peut être revu sur vos différents sites. Hein. Donc, c'est bien ça, Madame la Présidente. Oui, la vidéo du webinaire sera mise à disposition et chacun pourra y avoir accès pour tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui et même ceux qui étaient là aujourd'hui et qui souhaiteraient revoir. Le revisionner parce que vraiment, il était très, très beau. Merci aux techniciens. Donc, vraiment, un webinaire passé, mais vraiment sans incident technique. Ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, vraiment, on dirait qu'on a du mal un peu à quitter le cadre. À quitter le cadre aussi, parce que nous étions dans un beau cadre. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Très et important. puis, c'est très important. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos parents. Nous avons besoin de nous tous, hein, je veux dire, pour continuer dans cette vie. Elle n'est pas facile des fois, mais c'est cette solidarité-là qui nous tient. Et donc, à vous tous, bonne fin d'après-midi. Et puis, donc, à très bientôt, parce que je sais que cette association, elle continue dans les actions. Donc, merci et puis bon vent à cette association. Bon vent à tous. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup. J'en dis